Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Cluster News. Au sommaire, le grand oral de François Hollande face aux Français hier soir. Le président de la République était au cœur de l'émission spéciale Dialogue citoyen sur France 2, une intervention qui n'a pas du tout fait l'unanimité. Nous reviendrons ensuite sur cette étude parue hier. Les femmes sont désormais plus diplômées que leurs conjoints, mais moins bien payées. Emeline Queyran est en plateau pour nous en parler. Enfin, nous parlerons de cette soirée de folie en football. La suite aujourd'hui avec le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League ce midi. Ce sera dans notre page sport en fin de journal avec Julien Chassagne. C'était un grand examen de passage pour François Hollande. Le président de la République faisait face hier soir aux questions des Français et des journalistes. À un an de la présidentielle, le chef de l'État a défendu son bilan et évoqué les perspectives d'avenir. Il est parti à la reconquête d'une opinion publique hostile. Fatoumata Bakili a recueilli des réactions sur le campus Cluster après ce grand oral. Il s'en est expliqué. 20h15 sur France 2 hier soir, François Hollande entame son dialogue avec les Français. Chômage, terrorisme, jeunesse. Pendant 2 heures, le président défend son bilan. Au lendemain de sa prestation dans le campus Cluster, beaucoup d'étudiants n'ont pas été convaincus. J'ai trouvé qu'il était creux, il n'y avait pas vraiment de ligne droite, la ligne directive, il était assez flou et puis il a surtout essayé de rassurer son électorat de gauche et les salariés. Il n'a pas été convaincant sur les promesses qu'il a faites aux jeunes en 2012. Il propose des choses, des promesses qui ne tiennent jamais, donc au final, droite, gauche, centre, c'est tous les mêmes. C'est tous pourris, ils sont tous corrompus, c'est tous pourris, donc on verra quand il y aura une nouvelle fraîcheur au gouvernement, un peu de jeunesse. Pour d'autres, qui ont voté pour François Hollande en 2012, le constat est amer. Moi, personnellement, j'ai pas vu de changement, donc c'est sûr que je suis un peu déçue, mais je ne sais pas si j'avais voté pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas, parce qu'il n'y a pas forcément d'évolution depuis la dernière décennie. Je ne revoterai pas pour François Hollande en 2017. Non. Parce que je pense qu'il faut voir autre chose, qu'il faut essayer autre chose. Moi, je ne me reconnais pas dans autre chose que la gauche, mais la gauche actuellement me satisfait pas et n'a pas tenu les promesses. François Hollande a encore 12 mois pour convaincre les Français s'il veut être réélu en 2017. D'ailleurs, le président a fait savoir qu'il se prononcerait en fin d'année sur une éventuelle candidature pour la présidentielle en 2017. Et la contestation contre le gouvernement se manifeste toujours. Le mouvement Nuit debout entame sa 3e semaine de protestation. Et la nuit dernière, les manifestations ont été émaillées par des débordements. Un cortège de 300 personnes a détruit des abribus, des vitrines et même des véhicules Autolib. Ils s'en sont ensuite pris aux forces de l'ordre en jetant des pavés sur les CRS. Les manifestants se sont ensuite dispersés près de la mairie du 19e arrondissement. Et le calme est revenu aux alentours de 23h. Elle aussi doit faire face à une fronde de plus en plus virulente. Dilma Rousseff a frôlé la correctionnelle hier. C'est au sommaire de l'actualité internationale avec le référendum sur le Brexit qui approche ou encore cet impressionnant séisme au Japon. L'actualité à l'étranger nous est résumée par Léa Faust. On commence tout de suite avec le Royaume-Uni et le Brexit. La campagne du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne commence aujourd'hui. Pendant 10 semaines, 2 camps s'affronteront, The In Campaign, mené par le Premier ministre David Cameron, face à Vote Leave, emmené par le très populaire maire conservateur de Londres, Boris Johnson. Pour l'instant, les sondages annoncent un vote serré. Selon une récente étude, les 2 camps emportent aujourd'hui 50% des voix chacun. Et aux États-Unis, le débat entre Bernie Sanders et Hillary Clinton hier soir a été houleux. Les 2 candidats démocrates se sont lancés des piques sur le plateau de CNN. Bernie Sanders a notamment fait part de ses interrogations sur la capacité de jugement de l'ancienne secrétaire d'État. Hillary Clinton a répliqué en attaquant le sénateur du Vermont sur sa faiblesse dans la lutte contre les armes à feu. Ce débat intervient 5 jours avant les primaires de l'État de New York. Les sondages donnent Hillary Clinton vainqueur dans cet État avec 53% des intentions de vote. Présidence toujours, mais cette fois au Brésil. Le tribunal suprême fédéral brésilien a rejeté hier dans la soirée le recours déposé contre la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Une assemblée plénière du Congrès des députés doit statuer à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche sur l'avenir de la présidente à la tête du pays. Dilma Rousseff est notamment accusée d'avoir maquillé les comptes publics pendant la dernière campagne présidentielle pour favoriser sa réélection en 2014.
Et au Japon, plusieurs tremblements de terre ont frappé dans la nuit de jeudi à vendredi l'île de Kyushu et la région de Kumamoto, dans le sud-ouest de l'archipel. Les secousses ont atteint une magnitude allant jusqu'à 6,5 sur l'échelle de Richter. Le bilan provisoire est d'au moins 9 morts et 761 blessés, dont 44 grièvement, a annoncé ce matin le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga. Et toujours à l'étranger, nous venons d'apprendre la démission de la ministre des Transports en Belgique. Jacqueline Galland a quitté son poste aujourd'hui. Elle était en danger depuis les attentats qui ont frappé Bruxelles depuis le 22 mars dernier, en cause de graves défaillances dans la sécurité des transports belges. On revient en France, le gouvernement vient de donner son accord au maïs transgénique. Le Conseil d'État vient d'autoriser la culture et la commercialisation du maïs Mont 810 de Monsanto, une variété génétiquement modifiée pour mieux résister aux insectes qui avait été interdite en mars 2014. Avec ce nouvel arrêté du Conseil d'État, on pourra de nouveau le retrouver sur le marché. Les femmes plus diplômées que leurs conjoints, c'est ce que révèle l'étude publiée par l'Institut national d'études démographiques et rédigée par la sociologue Mylène Boucher-Valla. Et pourtant, leur salaire est toujours nettement inférieur. Alors pourquoi? Emeline Queyran est sur notre plateau pour donner plus d'explications. Bonjour Emeline. Bonjour Bastien. Alors Emeline, cette étude parle d'hypergamie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'hypergamie, c'est quand dans un couple, la femme a un statut inférieur à celui de son conjoint. Mais ce que dit cette étude, c'est que ça s'est inversé ces dernières années, tout particulièrement pour les femmes qui sont nées après les années 50. Et ça, c'est dû aux combats qui ont été menés tout au long du XXe siècle pour l'égalité des sexes. Alors, il y a eu la loi pour l'avortement, le droit de vote, l'égalité professionnelle. Tout ça, ça a été déterminant pour l'évolution du statut de la femme dans la société actuelle. Et donc, les femmes âgés entre 25 et 69 ans sont désormais plus diplômés que les hommes. Par contre, pour les hommes non diplômés, c'est plus difficile. L'étude révèle qu'ils sont plus souvent célibataires. Selon l'auteur de l'étude, ça montrerait que le statut social d'un homme resterait quand même prédominant. Donc c'est une étude plutôt positive pour la femme? Eh bien, oui et non. Elle est positive dans le sens où elle révèle l'évolution du statut de la femme dans la société actuelle. Avant, une femme diplômée se condamnait elle-même au célibat. En fait, on pensait qu'une femme diplômée allait forcément délaisser sa vie familiale. Alors, c'est une idée reçue qui, heureusement, est aujourd'hui oubliée. Et c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, elle peut avoir une vie de couple et une vie professionnelle épanouie, mais aussi être une mère de famille. Mais alors, l'étude nous donne un détail qui écrase ce cas positif, en fait. Bien, malheureusement, oui, malgré ces diplômes, les femmes sont toujours et encore, ont toujours leur salaire inférieur à celui des hommes. Et pourtant, pour un travail égal. Alors par contre, ce que l'étude ne dit pas, c'est pourquoi les femmes ont besoin d'avoir plus de diplômes. Et bien, l'indice est dans ce que je viens de vous donner. C'est tout simplement parce que dans la société actuelle, une femme a besoin de faire plus pour être respectée dans le milieu du travail. Elle doit plus prouver ce dont elle est capable de faire. Et pour ça, eh bien, elle a besoin d'un diplôme, tout particulièrement si elle veut un poste à responsabilité. Alors, pour revenir sur ces fameux écarts de salaire, l'INSEE avait publié des chiffres à l'occasion de la Journée de la femme le 8 mars dernier. Pour une femme, le salaire est inférieur à celui des hommes de 20%, ce qui est énorme. Alors, on a des chiffres, on a des sondages, on a des études, on a beaucoup de théories, mais en soi, je pense qu'il manque un peu de pratique. Il faudrait changer les choses et il serait peut-être temps d'agir. En effet, merci Emeline. Bien loin de tous ces problèmes, l'exposition Marvel Station Avengers débarque à Paris sur l'esplanade de la Défense après des passages à New York et à Séoul. Dès aujourd'hui, vous pourrez visiter la base du SHIELD, l'agence d'espionnage des super-héros. Au programme costumes en pagaille et quiz en série, Louise Brighty et Léa Faust y sont allés en avant-première. Des animateurs en blouse blanche, le symbole des Avengers sur tous les murs et la bande originale du film dans les enceintes, embarquée dans la base secrète du SHIELD. Le porte-avions des super-héros s'est posé sur l'esplanade de la Défense aujourd'hui. À l'intérieur, tout y est, le marteau de Thor, le bouclier de Captain America, les mains de Hulk grandeur nature. Ici, chaque super-héros a sa salle. Visite guidée. Il y a des salles par thème, par les différents super-héros. Il y a par exemple la salle Hulk, la salle Thor. Alors là, on est dans la salle Iron Man, avec ici par exemple les différents types de costumes d'Iron Man, des histoires par rapport au dernier film, les différents méchants qu'il y a pu y avoir dans le dernier film. Donc voilà, ça c'est la salle spécialisée à Tony Stark et Iron Man.
Et pour compléter la carte, l'indispensable audio guide fourni à votre entrée. Il réagit à chaque déplacement des visiteurs. Information, quiz, selfie, tout est rendu possible. Alors, avec l'application, vous entrez directement dans l'univers de l'exposition. Vous créez votre passeport, vous inscrivez et ensuite vous êtes directement dans la première salle. Et à chaque fois, donc, vous avez sur votre écran la nouvelle thématique de la salle qui s'affiche avec les nouveaux commentaires à disposition. Puis vous avez un jeu final qui vous permet donc de lutter avec vos héros favoris et de tuer Ultron. On vous le dit, un régal. On passe au sport maintenant avec Julien Chassagne et on commence avec un rebondissement à la tête de l'équipe de la Ligue de football professionnel. Oui Bastien, c'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Frédéric Thirier a décidé de quitter la tête de la LFP. Un retrait immédiat selon ses propres mots. L'élection du nouveau président se tiendra en septembre. Frédéric Thirier qui dirigeait d'ailleurs la Ligue depuis 2002. En Ligue des Champions, c'était le tirage au sort ce midi, alors qu'est-ce que ça nous a réservé ? Alors, le Real Madrid de Zinedine Zidane affrontera Manchester City, tombeur du PSG. Un choc entre un grand d'Europe et un nouveau riche. Dans l'autre demi, le Bayern devra batailler pour venir à bout de l'Atlético et de sa défense intraitable qui a fait chuter le grand Barça. Les matchs allés auront lieu le 26 et 27 avril et les retours le 3 et 4 mai. Et dans l'autre Coupe d'Europe, on a tiré les demi-finales également. Oui, et le FC Séville, double tenant du titre, jouera sa place en finale contre le Shakhtar Donetsk. A noter que c'est Kevin Gamero qui a qualifié les Andalous en inscrivant le but égalisateur et le dernier tir au but contre Bilbao. Le FC Liverpool, qui s'est qualifié dans le match de l'année hier soir, devra chercher son ticket face au Villarreal d'Alphonse Areola. Alors hier soir, c'était le match de l'année, comme vous l'avez dit. Un scénario énorme hier soir entre Liverpool et le Borussia Dortmund. Racontez-nous ça. Alors hier soir, le football nous a offert ce qu'il avait de meilleur. C'était à Anfield un avant-match exceptionnel avec le You'll Never Walk Alone repris à l'unisson par les supporters des deux équipes et une minute de silence magnifique pour les victimes du drame d'Hillsborough. Puis la folie, 2 buts pour Dortmund en 10 minutes signés Aubameyang et Mkhitaryan, bien aidés par le placement catastrophique de Sakho. Le but de l'espoir pour Liverpool après la mi-temps et Sakho oublie encore de s'aligner sur le but de Reus. 3-1 et on pense que c'est cuit pour les Reds, mais Coutinho réduit l'écart avant que Mamadou Sakho ne se rachète en inscrivant le but égalisateur. Mais il faut encore marquer un but pour se qualifier. Dans le temps additionnel, c'est l'apothéose. Dejan Lovren marque une tête rageuse. 4-3, un match monumental qui fera la légende de l'Europa League, souvent laissé de côté par les clubs français à tort. Oui, en voyant ça, on peut regretter que des clubs comme Saint-Etienne ou Bordeaux, par exemple, lui préfèrent souvent le championnat. Tennis maintenant à Monte-Carlo, on a un gros programme aujourd'hui et surtout le sourire avec un exploit côté français. Oui, l'exploit c'est Jo-Wilfried Tsonga, il est venu à bout de Roger Federer, le numéro 3 mondial, 3-6, 6-2, 7-5, une performance exceptionnelle. Puis à 17h, ce sera au tour de Gaël Monfils de jouer contre l'Espagnol Marcel Granollers avec la possibilité donc d'une demi-finale 100% française. Et du côté c'était un choc aussi ce matin entre Andy Murray et Rafael Nadal. Oui, voilà, justement, on connaît l'affiche de la première demi-finale, donc entre Andy Murray et Rafael Nadal, parce que plus tôt dans la soirée, plutôt dans la journée, l'Écossais a écrasé Milos Raonic en 2-7, 6-2, 6-0, et Nadal s'est débarrassé de Stan Wawrinka, lui aussi en 2-7, 6-1, 6-4, en 1h17. Alors Arnaud Clément, on a appelé Arnaud Clément pour savoir, l'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, pour savoir ce qu'il pensait du retour de Rafael Nadal. Autant on a pu vraiment, pendant quelques temps, le voir vraiment largement en dessous de ses performances habituelles, les performances des dernières années. Alors il y a beaucoup d'explications, quelques blessures à répétition, et puis aussi un gros manque de régularité, en tout cas au très niveau. Mais on a pu voir, en tout cas, je trouve, ces derniers mois, des moments où vraiment il se mettait de nouveau à rejouer très bien, mais il n'arrivait pas à garder la constance sur un tournoi entier. Et en tout cas, il nous a montré des signes, en tout cas, je trouve, plutôt encourageants. D'ailleurs, Bastien, on vient de l'apprendre dans le quart de finale de Gaël Monfils. Il mène 2-0 dans le premier set contre Marcel Granollers. On lui souhaite bon courage. Et on termine avec de la Ligue 1. On a un beau match ce soir à 20h30, Julien. Oui, l'affiche du jour, d'ailleurs, qui fait la une de l'équipe. Lyon, 2e, qui affronte Nice, 4e. Le quotidien titre tout à gagner, mais pour Lyon, ça peut être aussi tout à perdre, puisque en jeu, la 2e place qui qualifie directement pour la Ligue des Champions. Puis l'autre attraction de ce match, le Niçois Hatem Ben Arfa, qui réalise la meilleure saison de sa carrière et qui reçoit son club formateur. À l'aller, les Niçois l'avaient emporté 3-0. Alors on attend de voir si Lyon va être capable de pouvoir prendre sa revanche. Merci Julien.
Eux ne jouent pas en Ligue 1, mais ils étaient aussi sur les terrains hier après-midi. C'est votre rubrique sport sur le campus, avec le match entre l'équipe de football de PSB et sa réserve. La rencontre nous est résumée par Justine Evin et Solène Boissé. L'équipe 1 de PSB s'est imposée hier à Puteaux face à l'équipe 2. Pourtant, la joie des joueurs d'Antonimet n'était pas au rendez-vous en début de match. L'équipe 2, entraînée par Robin Prestigio et Nicolas D'Alberti, a ouvert le score rapidement grâce à Vincent Cholerov. Le groupe est en pleine forme. Adrien Cohen-Rousset vient marquer de la tête quelques minutes après. Ce qui fait monter la tension entre les joueurs. Mais l'équipe 1 se ressaisit. Malgré sa bonne performance, le gardien Julien Elkheim est dépassé. Le milieu offensif Paul Piccirillo inscrit le premier but de son groupe, 2-1. Autre bataille sur le terrain, celle des journalistes face à la pluie de plus en plus présente, si bien qu'elles ont dû changer de côté avant la seconde période pour préserver le matériel. Mais le match suit son cours. En seconde période, Ryan Behar manque son penalty, un tir qui permettait à son équipe de revenir au score. Mais les hommes de Prestigio et d'Alberti manquent également de nombreuses occasions. Alors que le match baisse un peu de rythme, l'attaquant Mohan Cambréal égalise, puis réalise le doublé, 3-2, ce qui redonne de l'énergie à l'équipe d'Antonimet. L'équipe 2 se défend du mieux qu'elle peut. Mais Adrien Charles inscrit le 4e but. Et Ryan Behar se rattrape, il marque le dernier but de la rencontre. Bon, c'est normal, ils ont gagné, on a fait ce qu'on a pu, c'était compliqué. On était 12, ils étaient 15, ça n'a pas suffi, mais on a fait ce qu'on pouvait. Alors c'était le dernier match de l'année, on l'a fini en beauté, une saison assez accomplie. On a 75% de victoires sur la deuxième partie de saison. Ça contrebalance un peu la première partie de saison. C'était un match où il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de tensions, une équipe 1 avec une grande rivalité de l'équipe 2. C'était assez sympathique pour une dernière. Score final 5-2, une belle saison pour les deux équipes. C'est ce qui s'appelle finir en beauté. Toujours sur le campus, nous venons de recevoir un message du ministère de la Justice au sujet de notre camarade Clément Quinault. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. En effet, Clément n'est plus apparu depuis près de 4 mois dans la newsroom de l'IICP. Une enquête a été ouverte. Il va y avoir des fouilles pour savoir s'il ne s'est pas caché dans un placard de la salle R28. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur le site clusternews.fr ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter @clusternewsfr. Bonne soirée et très bon week-end.